Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Défense sur i24 News. On va parler ce soir d'abord de l'actualité de cette semaine, bien évidemment, ce meurtre à Dubaï d'un envoyé, d'un émissaire Chabad Lubavitch. Vous avez des détails de l'enquête, Chani Guidalia. Oui Mathias, déjà le ministère émirati de l'Intérieur a publié lundi les photos et l'identité des trois suspects. Il s'agit de Ulampi Tohirovic, Azizi Kamilovic et Mahmoud John Abdel Rahim. Ils sont âgés entre 28 et 33 ans et les trois hommes sont d'origine ouzbek. Sur les circonstances du meurtre, on sait qu'ils ont suivi le rabbin alors qu'ils sortaient du supermarché Kasher Rimon Market dont il est propriétaire. Ils roulaient en voiture vers la ville d'Al Ain à la frontière avec Oman à environ 150 km de Abu Dhabi et il aurait alors été attaqué et assassiné. Il y a d'ailleurs des traces de sang qui ont été retrouvées dans sa voiture. Maintenant sur l'arrestation des suspects, les suspects ont été arrêtés en Turquie. Ils ont ensuite été extradés vers les Émirats Arabes Unis. Selon les autorités émiraties, ils coopèrent à l'enquête et ils donnent des informations importantes et cruciales. Maintenant il reste un point d'ombre. C'est qui est derrière ce meurtre, qui a orchestré ce meurtre. Selon les services de sécurité, ce serait Téhéran qui aurait orchestré le meurtre en utilisant des agents ouzbeks chiites pour que c'est une pratique qui est couramment utilisée pour que Téhéran puisse rester dans l'ombre. Mais Téhéran a évidemment nié son implication et on apprend que les trois hommes auraient agi au nom du Hamas, du djihad islamique ou d'une autre organisation terroriste. Évidemment, c'est pas encore une certitude. Tous les points d'ombre sont petit à petit levés et tout comme le mobile. On n'a pas encore une idée du mobile, mais évidemment, selon Israël, c'est un acte qui est purement antisémite. En attendant, Israël recommande à ses ressortissants d'éviter de se rendre aux Émirats Arabes Unis, d'éviter tout voyage qui est non essentiel et pour ceux qui s'y trouvent déjà, c'est de minimiser les déplacements, de rester dans des zones qui sont sécurisées. Merci Chani. Alors on va donner la parole au rabbin Raphaël, rabbin de communauté en Île-de-France. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour des raisons de sensibilité, beaucoup ont refusé jusqu'à présent. Vous avez accepté de pouvoir répondre à nos questions. D'abord, comment vous avez réagi lorsque vous avez appris ce meurtre du Rav Zvi Kogan? Bonsoir. Eh bien, le Rav Zvi Kogan fait partie de cette grande famille des délégués Lubavitch de par le monde. Près de 6000 délégués sont aujourd'hui actifs sur l'ensemble des pays. Et c'est une grande famille. Donc, effectivement, cette nouvelle est pour nous effroyable. Et nous sommes choqués, retournés par cet événement. Toutes nos pensées vont bien sûr pour son épouse, puisque le Rav Kogan s'est marié il y a de cela 2 semaines. Petite anecdote triste, mais en même temps très poignante. Il était marié, donc sa jeune épouse, veuve épouse, était la nièce du Rav Gabriel Holtzberg, qui lui-même est un délégué Lubavitch, assassiné dans les mêmes conditions il y a 16 ans, en 2008 à Mumbai. Justement, vous parliez à l'instant, Rav, de Mumbai. À l'époque, c'était des groupes salafistes proches d'Al-Qaïda ou de Daesh, on ne le saura jamais. Est-ce que c'est quelque chose qui plane sur les épaules de tous les émissaires, de tous les envoyés du mouvement Chabad Lubavitch qui sont tout le temps en mouvement dans le monde entier? J'ai envie de vous dire, Mathias, que ce danger plane sur l'ensemble de la communauté juive mondiale. Chabad est effectivement plus exposé de par sa présence dans différents pays, et même des pays musulmans, comme les pays du Maghreb. Donc effectivement, on est en alerte. Il faut savoir que nous avons un système bien rodé de sécurité, de prévention. Nous avons des consignes, quelques renseignements internes. On partage beaucoup entre nous sur les groupes Telegram, sur les groupes WhatsApp, pour alerter de différents événements qui pourraient avoir lieu ou de personnes suspectes. Donc nous sommes toujours en alerte, mais j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le lot aujourd'hui, de plus en plus, depuis 2000 ans en réalité, de par les tribulations du peuple juif, mais de plus en plus aujourd'hui, effectivement. Et le mouvement Chabad n'est pas épargné, mais d'un autre côté, doit faire face pour redonner espoir et continuer une vie juive pleine de foi et d'amour. De quelle protection disposez-vous aujourd'hui? Je sais que vous allez me répondre Dieu, mais au-delà de cela. Alors Dieu, tout d'abord.
Mais il faut faire une ishtadlout, comme on dit en hébreu, pour mettre toutes les balles de notre côté, les chances de notre côté. Donc forcément, nous organisons des événements, des actions communautaires, les prières dans nos synagogues, dans nos centres communautaires culturels ou cultuels, dans nos écoles, dans nos mikvahot, les bars rituels, etc. Avec beaucoup, nous sommes en alerte et nous avons un œil aguerri. Voilà, vous montrez sur vos images effectivement des plans de caméras, de systèmes de sécurité. Nous formons également nos fidèles à avoir une aptitude à réagir face au danger, à être aguerris, à être en alerte. Nous faisons ce qu'il faut, comme dans toutes les autres communautés, sauf que, comme vous l'avez dit, nous sommes un peu plus exposés que les autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons souvent des formations en interne. C'est une question que je suis obligé de vous poser, Rav. Est-ce que elle peut être parfois peut-être populiste, mais est-ce que juif à l'étranger, c'est vivre en insécurité aujourd'hui? Écoutez, moi j'ai fait mes études dans plusieurs pays différents, dont 2 ans en Amérique du Sud, et les maisons Chabad, les synagogues et même les maisons des particuliers étaient souvent protégées de plusieurs murs avec des sas de protection, et pourtant ce n'est pas l'islamisme radical là-bas qui fait rage, mais plutôt parfois une délinquance. Donc l'insécurité est partout de nos jours, il faut être toujours vigilant de par le monde. J'ai envie de vous dire également que depuis 2008, donc le dernier assassinat du Rav Goldberg à Mumbai, a été certes un moment terrible, mais depuis Chabad, depuis 16 ans, n'a pas connu d'événements trop majeurs. C'est la communauté juive dans son entièreté qui subit. Chabad est là pour soutenir, renforcer la communauté, mais j'ai envie de vous dire, c'est l'ensemble de la communauté qui est pris pour cible, et au contraire, nous devons, nous, en tant qu'émissaires du Rabbi, redonner espoir, donner de la foi et du réconfort à nos fidèles. Merci, Rabbin Raphaël. Bien évidemment, toutes les condoléances de la rédaction au mouvement Chabad, puisque vous venez de le dire, effectivement, c'est une grande famille. À chaque fois que l'un des siens décède ou est tué, eh bien c'est tout le mouvement qui en subit les conséquences. Merci à vous. Merci à vous pour le courage. Merci. Merci. Chani, on va passer à un autre domaine de l'actualité défense de cette semaine. C'est aussi le Hezbollah. Et le Hezbollah, qui est considéré par tous les experts comme l'organisation terroriste la plus riche au monde. Exactement. Et son budget annuel, parce qu'on parle de l'organisation la plus riche au monde, est estimé entre 700 millions et 1 milliard de dollars par an. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui ont fait de lui l'organisation la plus riche au monde. Et bien déjà, les activités illicites, notamment du trafic de drogue à grande échelle, que ce soit de la cocaïne ou une amphétamine qu'on appelle le captagon, et qui lui rapporte des centaines de millions de dollars par an. Il y a aussi énormément de blanchiment d'argent avec des réseaux de sociétés écrans, notamment en Amérique latine, que ce soit la Colombie ou même le Venezuela. Ensuite, il y a un réseau externe à l'échelle mondiale, sachant que Téhéran est son principal bailleur de fonds, entre 100 et 200 millions de dollars par an pour financer ses activités terroristes. Et il y a également des activités importantes en Amérique latine, avec un accent sur la frontière Argentine, Brésil et Paraguay, qui est un centre de financement important du Hezbollah. Et enfin, il y a un réseau interne important, puisque le Hezbollah contrôle une grande partie de l'économie libanaise, avec des entreprises légales dans plusieurs secteurs, que ce soit les télécommunications ou même des services financiers, et évidemment des banques libanaises, comme la Jamal Trust Bank, ou encore l'organisation Al-Qard Al-Hassan, dont on a parlé le mois dernier, puisque les bâtiments ont été ciblés par l'armée israélienne et qui financent ces activités. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisque le Hezbollah ne se contente pas de financer ses propres activités. Il redistribue aussi ses fonds à ses milices chiites, notamment en Irak, au Yémen et en Syrie. Cette implication régionale, ça vise à renforcer l'axe chiite, et en retour, le Hezbollah reçoit des armes et une formation militaire, et donc c'est un cercle économique qui est vertueux. On comprend donc pourquoi le but
de l'armée israélienne, au-delà d'empêcher le Hezbollah de se réarmer, eh bien, c'est de démanteler tout ce réseau financier. Oui, une sorte de plaque tournante. Merci Chani. Je vais me tourner justement vers l'un des experts, en l'occurrence le président et fondateur du groupe Financial. Merci Gilles Belaïch, vous êtes à Dubaï justement. Bonjour Mathias. D'abord votre regard sur ce qui vient de dire Chani, organisation terroriste la plus riche au monde. On le dit ça comme ça de manière simpliste et pourtant ça a des conséquences. C'est une réalité. Aujourd'hui, le Hezbollah n'est rien d'autre qu'un État parmi des États. Ils sont structurés avec une fiscalité, avec également une organisation dans laquelle il y a des blanchiments de capitaux au travers de la contrefaçon, de la drogue, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'alliances entre les narcotrafiquants d'Amérique du Sud et le Hezbollah, Daesh et le Hamas. La capacité financière aussi au travers de fluidités liées à la crypto-monnaie, énormément d'investissements. Quand j'entends les gens très heureux que le Bitcoin soit au niveau des 100 000 $, ça enrichit ces organisations terroristes. Pourquoi? Parce qu'il y a une opacité qui est incroyable. Là où ça n'est pas traçable, c'est le vivier de tous ces terroristes. Et puis, évidemment, un des points et un des piliers pour Counter Financial Crime, notre organisation, c'est la lutte contre ces donations, contre l'ensemble de ces collègues dans le monde qui viennent arriver dans des associations de but non lucratif et qui vont à la fin en Ouzbékistan, en Irak, en Iran, au Liban et en Turquie. J'allais vous poser la question parce que vous avez écrit effectivement cette semaine un édito dans effectivement Counter Financial Crimes où vous expliquez que exactement le thème de notre première interview, l'attaque terroriste à Dubaï, elle n'est pas fortuite. Il y a un réseau et un réseau qui finance et vous dites que le Hezbollah, l'Iran, l'Ouzbékistan, tout cela est connecté. Oui, tout ça est très connecté avec des organisations qui sont structurées. Une plaque tournante, puisqu'on prend le triste cas de ce qui s'est passé à Abu Dhabi avec une plaque logistique qui est la Turquie. L'Ouzbékistan, c'est depuis l'apogée, j'ai envie de dire, le triste apogée du terrorisme et des groupes ouzbeks qui en 2000 étaient phares et c'est eux qui ont tué plusieurs dizaines de personnes à Tashkent, mais également des militaires américains, rappelons-le, des Européens. Ils ont eu un volume un peu moins important jusqu'en 2012-2013 où il y a eu une fraction qui s'est divisée pour aller vers le djihad islamique. Et cette structure ouzbek est une structure qui se veut extrêmement riche par des organisations de rançon, de financement au travers de la crypto-monnaie, d'agriculture aussi avec la culture de la drogue et l'Afghanistan qui est à proximité, et puis surtout le prêt de main-d'œuvre. Quand je lis qu'il y a quelques semaines à peine, l'Ouzbékistan a signé un accord avec le Royaume-Uni pour la mise à disposition de 10 000 personnes dans les services infirmiers de santé au Royaume-Uni. Il faut savoir que ça fonctionne exactement comme une agence d'intérim. 30% de tous les revenus de ces personnes-là reviennent vers des organisations terroristes. Et on l'a vu récemment, des chiffres de la Banque mondiale qui annoncent que pour l'Ouzbékistan, au premier semestre 2024, plus 37% d'augmentation des flux financiers vers l'Ouzbékistan, qui est un petit pays, mais qui est une plaque tournante et une plaque dangereuse, avec des alliés stratégiques. L'Iran, bien évidemment, la Russie, alors qu'il y a une guerre pour les islamistes, mais tout de même des accords entre la Russie au sein de la Syrie également, et toujours, bien sûr, le même Qatar. Ça s'appelle de la ta'akia, c'est-à-dire rentrer de manière très calme et paisible à l'intérieur des autorités. Ça sera ma dernière question, Gilles. Si je comprends bien, et je lis entre les lignes de ce que vous êtes en train de dire, finalement, il n'y a aucun intérêt pour les États voyous et pour les trafiquants de drogue, visiblement, ça se connecte à ce qu'il y ait la paix, à ce que le Hamas et le Hezbollah disparaissent, puisque ça les finance. C'est comme si on se posait la question de savoir si il y allait avoir un problème pour faire tarir un fonds de commerce à un commerçant. C'est leur commerce de la mort, leur commerce du sang, mais c'est leur commerce, c'est ce qui les fait vivre et c'est ce qui les fait vivre aussi au travers de leur organisation terroriste. N'oublions jamais que ces gens-là n'existent que par la terreur et la terreur, la base, c'est son financement et son argent. Et pour nous, à Counter Financial Crime, on considère que tarir leur financement,
c'est arriver à endiguer la mort bien mieux que n'importe quel missile balistique. C'est quoi Counter Financial Crimes? C'est-à-dire c'est alerter les autorités? Oui, c'est organiser aussi des plans d'action. Nous avons des plans d'action, notamment au travers d'ailleurs de ces financements de ces ONG. Nous organisons au travers de gouverneurs. Nous avons des gouverneurs qui sont présents sur plusieurs continents et qui représentent cette ONG. Nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, il y a un sujet de coordination des actions concrètes. Alors tout le monde est d'accord sur le principe qu'il faut tarir le financement du terrorisme, mais nous considérons qu'il n'y a pas d'action concrète. Alors nous sommes là pour être force de proposition, que ce soit pour la communauté européenne, en Amérique du Sud, dans le Middle East également. Nous avons un certain nombre de propositions concrètes et nous n'avons qu'une seule envie, c'est de les proposer pour les mettre en action et endiguer ainsi le financement du terrorisme. Vous avez tout à fait raison, Mathias. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont envie de vous écouter et est-ce qu'ils ont envie d'écouter vos propositions. Merci Gilles Belaïch depuis Dubaï. Mathias. Merci à vous. C'est ce que vient de dire effectivement Gilles Belaïch lorsque le robinet n'arrive pas à être fermé sur la lutte contre le financement du terrorisme. Alors, en parlant de terrorisme justement et des actions contre le terrorisme, vous avez sans doute vu cette décision de la CPI de lancer des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, l'ancien ministre de la Défense. Qui est concerné dans le passé? Qui a été concerné justement par ces décisions dans le passé? État des lieux avec Chani Guidali, on en parle juste après. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, accusations de génocide. Depuis sa création, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre plusieurs chefs d'État, anciens ou actuels. En 2009 et 2010, l'ancien président soudanais Omar el-Béchir a fait l'objet d'un mandat d'arrêt lié au conflit au Darfour. Il est notamment accusé d'avoir orchestré des attaques contre des populations civiles, entraînant meurtres, viols et déplacements forcés. L'année suivante, en 2011, la CPI a délivré plusieurs mandats d'arrêt contre des chefs d'État africains. Tout d'abord, Mouammar Kadhafi, le dirigeant libyen, l'accusant de crimes contre l'humanité pour les violences commises contre des manifestants lors du soulèvement libyen. Mouammar Kadhafi a été tué avant de pouvoir être arrêté. Accusation similaire pour l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui a finalement été acquitté en 2019. Plus récemment, la CPI a émis des mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine, l'accusant de crimes de guerre, notamment pour la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie. Cependant, la Russie ne reconnaît pas la compétence de la Cour et a donc jugé que ce mandat d'arrêt n'avait aucune valeur juridique. Enfin, au mois de novembre, Benyamin Netanyahou a fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Motif: crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis à Gaza. Israël ne faisant pas partie des 124 États membres de la CPI, il y aurait peu de chances que ce mandat d'arrêt soit suivi de mesures concrètes. En effet, la CPI n'a pas la possibilité de procéder elle-même à des arrestations et doit donc s'en remettre aux États membres pour que les personnes visées par les mandats soient arrêtées. Ces actions de la CPI visent à tenir les dirigeants responsables de violations graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Pourtant, l'ancien président iranien Ebrahim Raïssi, connu comme le boucher de Téhéran et qui a emprisonné et fait pendre des milliers d'opposants politiques, n'a jamais été inquiété. Idem pour Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, qui a affamé sa propre population, ou même Bachar el-Assad, à la tête d'un pays qui a fait plus d'1 million de morts. Et pour aller plus loin dans ce débat, justement, Maître Oudi Bloch, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris et New York, premier vice-président de l'Organisation juive européenne. Merci. D'abord, une question qui se veut peut-être parfois pour certains de vos confrères polémistes, mais je suis obligé de vous la poser. Est-ce que ce mandat d'arrêt délivré par la CPI contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, c'est un mandat d'arrêt juridique ou politique ? Alors, pour répondre à votre question, il faut revenir un peu sur le modus operandi de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale est compétente pour juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, que s'ils ont été commis soit par un ressortissant d'un État membre de la CPI, soit sur le territoire d'un État membre de la CPI. Et la CPI considère que la Palestine, avec tous les guillemets d'usage, est un État membre des statuts de Rome. Le problème, c'est que la Palestine
n'est pas un État au sens du droit international tout court, parce qu'au sens du droit international, un État, c'est un territoire et une population soumis à un pouvoir politique organisé et souverain. Or, en Judée-Samarie, eh bien, le territoire a été divisé en 3 zones A, B, C, suite aux accords d'Oslo, toujours en vigueur, avec des pouvoirs administratifs, civils, militaires qui sont répartis entre l'autorité palestinienne et Israël. Donc il n'y a pas de souveraineté de l'autorité palestinienne sur ce territoire. Quant à Gaza, ce territoire est sous contrôle total du Hamas depuis 2007, donc encore moins de souveraineté. Et c'est d'autant plus important que le premier principe qui sous-tend l'intervention de la CPI, c'est le principe de délégation de compétences. Or, pour déléguer une compétence, eh bien, il faut en avoir. Pour en avoir, il faut être souverain et donc être un État, ce qui n'est pas le cas de la Palestine. Comment se fait-il que vos confrères qui avaient eh bien, eu les mêmes études que vous, qui connaissent parfaitement également les mêmes règles que vous, ne les voient pas? Ou alors sont aveugles de ce texte? Bien, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes approches, la même analyse juridique ou plutôt politique. Un deuxième principe qui devrait interdire à la Cour pénale internationale d'intervenir, c'est le principe de complémentarité. La Cour pénale internationale ne peut enquêter, poursuivre, juger des ressortissants d'un État que si l'État concerné n'a pas ouvert d'enquête, ne veut pas ouvrir d'enquête, ne peut pas ouvrir d'enquête. Or, on sait qu'Israël est tout à fait compétente pour aller juger ses propres dirigeants. Moshe Katsav, Ehud Olmert ont été poursuivis et condamnés en Israël par des cours israéliennes. Benjamin Netanyahou, lui-même, Premier ministre en exercice, sera auditionné dans son propre procès la semaine prochaine. Et concernant Gaza au cas particulier, il y a actuellement 74 enquêtes ouvertes par la justice israélienne pour d'éventuelles violations des lois internationales depuis le début du conflit. Pardonnez-moi de la trivialité des propos, mais un texte de loi, il est analysé, il est analytique, ou il est inscrit comme noir sur blanc, stricto sensu? Alors, en droit pénal français, le droit pénal est d'interprétation stricte. Donc, normalement, lorsqu'on lit un texte, eh bien, on devrait savoir dans quelles conditions et sous quels critères l'appliquer. La Cour pénale internationale, elle, avait estimé être compétente. C'est une décision qui remonte à 2021. Concernant la Palestine, à défaut de dire un État palestinien, mais la Palestine parce que la Palestine avait demandé dès 2015 à pouvoir être inscrite comme membre au statut de Rome. Le problème, c'est que la Cour pénale internationale a tordu le bras à une décision de l'Assemblée générale des Nations unies pour permettre à la Palestine, encore une fois entre guillemets, d'être membre de la Cour pénale internationale, alors qu'elle ne le pouvait pas, parce que ne peut être membre de la Cour pénale internationale qu'un État, ce qui n'est pas le cas de la Palestine. Oui, donc il y a eu pleinement interprétation. Alors, quand on parle d'interprétation, maître, il y a ce texte qui a été publié ce matin, ou ce communiqué qui a été publié par le Quai d'Orsay. J'ai du mal à comprendre. Est-ce que vous l'avez compris, ce texte, sur la question simple? Est-ce que Benjamin Netanyahou va être arrêté ou pas? Alors, le principe qui est posé par la Cour pénale internationale et qui s'applique à tous les États membres de la Cour pénale internationale, 124 aujourd'hui, c'est que les décisions qui sont prises par la Cour pénale internationale obligent ces États membres à ce qu'ils fassent le maximum pour appliquer, exécuter les décisions. Concernant les collaborations entre les États et la Cour pénale internationale, le communiqué du Quai d'Orsay a d'une clarté biblique, si on peut employer ce terme.
il y a 2 articles en réalité des statuts de Rome qui peuvent, sans rentrer complètement en contradiction, créer quelques frottements. C'est l'article 27 et l'article 98 du statut de Rome. L'article 27 prévoit que l'immunité d'un chef d'État, par exemple, n'empêche pas la Cour pénale internationale d'exercer sa compétence. Mais l'article 98 du statut de Rome prévoit que les États membres restent soumis aux obligations du droit international en matière d'immunité diplomatique, par exemple. Donc d'un côté, on a la Cour pénale internationale qui dit « mais moi, l'immunité, ce n'est pas mon problème, j'avance ». Et de l'autre côté, on a des États qui, eux, restent soumis aux règles du droit international. Et en matière d'immunité diplomatique, ça peut créer quelques frottements. Donc le Quai d'Orsay a commis ce communiqué qui n'est pas très clair. La France aurait pu prendre une position beaucoup plus affirmée, comme l'ont fait certains pays, de dire qu'ils n'appliqueront pas ces mandats d'arrêt internationaux parce que la décision de la CPI est politique et que les personnes concernées, à savoir Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, ne devraient pas être concernées par ces mandats d'arrêt, d'autant plus que sur le fond, ces mandats d'arrêt devraient être parfaitement inapplicables parce que ce qui est reproché à Netanyahou et Gallant sont l'affamement de la population civile et cibler les civils intentionnellement, ce qui, au regard des faits, n'est absolument pas justifié. Merci, Maître Audibloch, d'avoir répondu à nos questions dans Défense. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve très vite.